is the new radio. Cela fait partie des choses qu'on n'explique pas. Bien que n'y ayant le plus souvent jamais mis le moindre pied, le Québec nous attire. Et peut-être que c'est votre cas. Peut-être même que, comme des milliers de Français chaque année, vous envisagez sérieusement d'aller y poser vos valises pour quelques mois, pour quelques années, pour toujours, qui sait. Mais si en avoir envie est la condition première pour réussir votre expatriation, c'est aussi, et de loin, la plus facile. Quelles études, quel travail, quelle région, quelles écoles, quelle durée, quid de la santé, quid de ma retraite, quels seront vos droits, mais aussi quels seront vos devoirs. Et au-dessus de toutes ces questions règne la question fil rouge de tout immigré au Québec. Comment obtenir le permis de séjour dont j'ai besoin? Et puis d'abord, lequel est-ce? Au fur et à mesure de votre projet, d'innombrables questions, des doutes, mais aussi des grandes joies et de belles espérances vont vous submerger. Alors, à l'image de ce que Christelle Colling et ses équipes font au quotidien au sein de l'organisme, ce podcast est justement là pour vous aider, pour vous guider, pour vous informer, parce qu'ensemble, on partage le même objectif, Objectif Québec. Salut à tous, Objectif Québec, le podcast, épisode 12. Et aujourd'hui, Christelle a choisi de laisser son micro à l'un de ses partenaires, en l'occurrence Nadia Barou, qui est avocate spécialisée en immigration. Bonjour Nadia, bienvenue. Bonjour Jean-Michel, merci. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Franchement, c'est un plaisir et un honneur, et je pense que tes lumières vont nous être bien utiles pour nous y repérer dans tout ce fatras de l'immigration. Et justement, pour commencer et sans forcément rentrer dans le détail, est-ce que tu pourrais nous présenter les différents statuts qui permettent d'immigrer au Québec? Oui, alors, pour résumer, en ce moment, il y a 80% des personnes qui acquièrent la résidence permanente sont passées d'abord par un statut temporaire. Et c'est vraiment ce que recherchent les gouvernements, autant fédéraux que provinciaux, c'est d'attirer d'abord les candidats comme étudiants ou comme travailleurs avant de leur donner le chemin vers la résidence permanente, parce qu'il s'est avéré que c'est la meilleure immigration, celle qui s'intègre le mieux, celle qui est la plus heureuse et qui a fait un choix éclairé. Donc, pour arriver au Canada ou au Québec, l'idéal, c'est de passer par un statut, par un permis d'études ou un permis de travail avant d'anticiper une résidence permanente. Ceux qui vont directement vers une résidence permanente, ils sont très rares. Il faut qu'ils soient jeunes, très diplômés, parfaitement bilingues, ceux-là, et qui ont surtout une profession qui est très en demande pour qu'ils aient une petite chance d'arriver directement à la résidence permanente. Mais étant donné les délais qui sont de plus en plus longs pour acquérir la résidence permanente, c'est vraiment plus conseillé d'arriver d'abord avec un permis d'études ou un permis de travail. Alors, dans les permis de travail, il y a plus de 100 catégories et sous-catégories de permis de travail. Mon Dieu. Bien sûr, il y a le permis d'études que tout le monde connaît, mais le permis de travail, vraiment, vous pouvez être admissible à 5-6 catégories de permis, mais il faut définir celle qui est la plus facile, la moins coûteuse et la plus rapide. Je comprends. Tu l'as un peu dessiné dans ta réponse, mais si je comprends bien, l'une des grandes particularités de l'immigration ici, c'est qu'on est sur une immigration choisie. Absolument. À part quelques réfugiés qui arrivent ici comme réfugiés ou des personnes qui sont parrainées par leur famille. Il y a plus de conjoints que de parents et grands-parents. Les parents et grands-parents, c'est un tirage au sort. C'est moins évident d'arriver ici par un parrainage quand on est parent ou grand-parent d'un résident permanent ou d'un citoyen canadien. Alors, à part les conjoints, les parents, les grands-parents et les personnes protégées, c'est une immigration qui est choisie. Qu'est-ce qui rend le choix du statut, puis derrière le montage du dossier, si compliqué? Parce qu'il y a plusieurs voies pour arriver au Canada et si on n'est pas dans le domaine, si on n'a pas une expérience, une sensibilité, un vécu de l'immigration, c'est quand même assez difficile de s'y retrouver.
c'est sûr qu'on trouve plein d'informations sur les réseaux sociaux, sur les sites des gouvernements, mais il y a tout et son contraire et les choses. Alors moi je dirais ce qui rend les choses très compliquées, c'est les changements fréquents aux règles, aux procédures et aux objectifs des gouvernements. Ah oui, effectivement. Alors c'est vrai que, bon, moi c'est un secret pour personne, j'habite au Québec depuis quelque temps et je suis moi-même immigré, donc je suis un peu l'information. On sent bien qu'il y a une légère tension entre le gouvernement provincial du Québec et le gouvernement fédéral qui est basé à Ottawa, notamment sur la question de l'immigration. Chacun voulant prendre la main et ainsi de suite. Ça rend ton travail beaucoup plus compliqué, cette lutte et ces ajustements, j'allais dire quasi permanents sur les lois, sur les objectifs, sur les quotas surtout. Plus compliqué, ça le rend plus animé, plus vivant. Donc il faut qu'on soit à jour. Nous tous les matins, la première chose qu'on fait, c'est aller on est aux aguets, puis on va aller voir c'est quoi les nouveautés. Puis j'exagère pas en disant que presque chaque jour, il y a des changements et puis il faut vraiment pas passer à côté d'un de ces changements-là. Alors, ce que je vous dis aujourd'hui par rapport à ce qu'il est possible de faire, c'est d'actualité aujourd'hui. Et puis ça, chaque fois que je fais un webinaire, chaque fois que je rencontre un de mes clients, je leur dis c'est d'actualité. Aujourd'hui, il faut vraiment rester connecté, rester au courant de ce qui se passe en immigration. Alors, c'est une information qu'on donne pas d'habitude, mais du coup, je vais la donner. Nous enregistrons ce podcast un vendredi 16 décembre. Il est exactement 8h07 et toutes les informations qu'on vous donne sont valides à la date du vendredi 16 décembre à 8h08. On vient de gagner une minute. Dans le processus d'accompagnement d'Objectif Québec, qui est assez global, à quel moment est-ce que tu interviens? À divers moments. Des fois, c'est vraiment avant que le candidat, il entreprenne quelque démarche que ce soit. Alors, on va définir quel est le meilleur chemin pour lui. Je dirais que pour beaucoup de Français, le chemin le plus rapide et le plus simple, c'est vraiment d'arriver par les études. Et ça, c'est le grand point fort d'Objectif Québec, c'est de conseiller pour les études, de procéder aux admissions, de préparer le candidat et surtout le candidat et sa famille à arriver au Canada. Moi, je trouve que le chemin des études, c'est vraiment la voie royale pour les Français, parce que la France a des ententes avec le Québec qui fait que les Français sont très chouchoutés par le Québec. Ils payent pas les frais majorés. Je donne un exemple. Un diplôme d'études professionnelles en informatique va coûter 200-300 $ pour un Français. Il va coûter 22-23 000 $ pour un Belge, pour un Espagnol, pour n'importe qui d'autre qu'un Français. Donc, oui, donc c'est vraiment une aubaine et on en voit d'ailleurs de plus en plus des étudiants français qui s'établissent au Québec grâce aux études. Alors non seulement ils gagnent une résidence permanente, mais ils gagnent un diplôme aussi, puis une expérience, parce qu'après le diplôme, il y a le permis de travail post-diplôme qui permet de s'ancrer sur le marché du travail. Ouais, c'est ça l'importation, je crois. C'est permis d'études, après permis post-diplôme pour plus qu'on ait... Oui. Alors l'avantage aussi des études quand on vient en famille, c'est que le conjoint ou l'époux ou l'épouse peut profiter d'un permis de travail ouvert de la durée des études et ensuite il peut enchaîner avec un permis ouvert rattaché au permis de travail post-diplôme du diplômé. Et souvent avant que le post-diplôme expire, la personne est déjà résidente permanente. Oui, parce que tout ça quand même, c'est dans un objectif d'immigration de long terme. L'objectif, le Saint Graal, c'est la résidence permanente. C'est la résidence permanente, exactement. Selon ton expérience, je te pose la question parce que Christelle insiste beaucoup dans ce podcast et surtout dans son travail au quotidien sur la nécessité de construire un projet, le projet qu'il faut. Mais toi, ton œil est peut-être un peu différent parce que tu vois toutes les complexités qu'il y a administratives, juridiques. Alors, selon ton expérience, est-ce qu'il faut d'abord trouver le bon statut et adapter son projet, pas le changer complètement, mais adapter son projet en conséquence de ce statut? Ou est-ce qu'il faut d'abord bien construire son projet de vie au Québec et trouver le statut qui permettra de le réaliser ensuite?
ça dépend ce qu'on veut. Si c'est quelqu'un qui veut juste venir avoir une expérience de travail, il a une offre d'emploi, il vient travailler puis il repart. Mais si l'objectif est d'acquérir la résidence permanente, moi je recommande fortement de l'anticiper dès le départ et puis d'avoir vraiment le chemin qui mènerait avec le ou les chemins qui mèneraient vers cette résidence permanente. Alors il y a beaucoup de Français qui font l'erreur parce qu'ils pensent, on leur dit, puis ils lisent dans les journaux, le Québec veut des Français, le Québec veut attirer des travailleurs, et c'est pas, je n'exagère pas en disant que plusieurs familles vendent leurs biens, démissionnent et arrivent avec leurs conteneurs et leurs affaires, et puis ils arrivent dans mon bureau, puis ils me disent, maintenant trouvez-nous comment rester au Québec. Ça, c'est vraiment pas la meilleure façon de procéder. Alors, c'est mieux, avant de déménager toute une famille, et pour éviter le stress de cette expatriation, puis le stress pour les enfants, pour le conjoint, c'est vraiment de bien préparer son projet avant de se lancer dans une expatriation. Il y a vraiment des gens qui abandonnent tout, qui montent dans un avion, qui envoient tout en container et qui arrivent ici sans aucun statut? Tout à fait. Alors, les Français ont cette chance d'être les bienvenus, puis on arrive avec peine et misère de leur trouver un chemin, mais quand même le temps de trouver ce chemin, le temps qu'ils aient leur permis, c'est beaucoup de stress. Mais j'imagine. Vraiment. Et puis c'est beaucoup de dépenses aussi, donc des dépenses parce qu'ils n'ont pas accès à l'assurance maladie, ils n'ont pas accès à plein de services auxquels ils auraient accès s'ils avaient un permis d'études, permis de travail ou une résidence permanente. Donc vraiment, c'est le dernier conseil que je donnerais, c'est venez puis on discute après. Non, c'est préparez bien votre projet, prenez le temps. L'immigration demande de la patience. Et il faut jamais se précipiter dans un projet d'immigration. Nadia, j'ai une dernière question pour toi. J'espère que tu m'en voudras pas parce qu'elle n'était pas prévue et quand on a fait notre petit briefing d'avant-enregistrement, je te l'ai pas donné. Mais autant que je m'en souvienne pour être passé par là, obtenir un statut d'immigration, des permis, des visas, tout ça et tout, ça coûte de l'argent. Grosso modo, est-ce que tu serais capable de me donner une fourchette ou un ordre d'idée pour ceux qui nous écoutent de combien ça coûte de devenir ça étonne toujours les Français parce que en France les services sont presque tous gratuits, oui. Mais ici tout est payant et il faut prévoir ce budget-là. Alors moi je dirais il y a les frais du gouvernement bien sûr qui varient en fonction du programme, en fonction du nombre de personnes dans la famille. Il y a aussi les frais qui sont reliés au conseil, soit des firmes qui vont s'occuper de la relocalisation ou bien des firmes d'avocats qui vont conseiller et prendre en charge vos démarches. Donc vraiment, il y a tous les prix, il y a moyen de s'en sortir à moindre prix. Moi, j'ai des clients qui n'ont pas beaucoup de moyens, donc ce que je leur propose, c'est la consultation, puis ensuite ils préparent leur demande et je la vérifie avant qu'ils la soumettent. Et il y en a d'autres qui veulent vraiment pas s'occuper de paperasse et puis ils me disent, Nadia, occupe-toi de tout. Donc vraiment, c'est variable. On peut pas mettre un chiffre, mais il faut quand même prévoir de l'argent. Il faut avoir des économies pour pouvoir s'expatrier dans des bonnes conditions, bien sûr. C'est ça, dans des bonnes conditions, et c'est quand même tout l'intérêt du projet. Conclusion, pour bien faire les choses, il faut être accompagné, et ça tombe bien, c'est justement la raison d'être d'Objectif Québec et de ses partenaires. Nadia, un énorme merci pour toutes ces informations. Avec plaisir, merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt, au revoir. Objectif Québec, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous y avez appris des choses, si vous avez toujours envie d'immigrer au Québec, et si vous êtes vraiment motivé, je ne saurais trop vous conseiller de prendre contact avec Objectif Québec. Avec leurs événements, leurs documents, leurs partenaires, Christelle et ses équipes vous faciliteront grandement la vie et, cerise sur la poutine, leur accompagnement est entièrement gratuit. Rendez-vous pour cela sur le site de objectifquebec.ca, objectif au singulier, Québec, tout ça en un seul mot.ca. Et sinon, pour en savoir plus et être certain de ne manquer aucun épisode, abonnez-vous à ce podcast, partagez-le entre amis et donnez-lui une bonne note, ça fait plaisir à Apple et Google. Et puis nous, on va vous dire
on n'est pas fâché. Rendez-vous sur un prochain épisode et d'ici là, comme on dit au Québec, à tantôt!